Nous allons pas tarder à terminer notre entretien. Mais avant de conclure, j'aimerais que nous parlions un petit peu de la façon dont on étudie la littérature autochtone aujourd'hui. Euh, alors dans votre ouvrage Être écrivain amérindien au Québec, vous indiquez, et je cite, que la littérature amérindienne du Québec reste influencée par la tradition européenne. Et dans Littérature amérindienne au Québec, vous complétez en disant que cette littérature subit et imite encore souvent les paradigmes littéraires des colonisateurs sans réussir pleinement à choisir et à créer les siens. Est-ce que vous pourriez nous expliquer votre propos? Bien entendu, les auteurs ont étudié la littérature et le français dans des langues, dans des écoles québécoises. Donc le plus souvent, ils ont appris à lire des romans, des poèmes, des pièces de théâtre. Donc ils ont eu accès aux genres littéraires venus d'Europe. Donc tout naturellement, ils ont commencé par ces genres littéraires qu'ils connaissaient, qu'ils avaient appris à maîtriser lors de leurs études. Donc c'est dans ce sens-là que je disais que, effectivement, pour l'instant, c'est ce que les auteurs sont en train de faire. Par contre, là encore, je pense que les choses sont en train d'évoluer. Je vous fais un exemple très concret. Daniel Sioui, le propriétaire de la librairie Anénorac et des éditions Anénorac, a publié dernièrement un petit livret qui s'appelle Indien stoïque. Et il a créé une nouvelle collection qui s'appelle Harang. Et à la fin du livre, et donc c'est un livre dans lequel il aborde toutes sortes de thématiques, et c'est effectivement une harangue, parce qu'il explique les harangues dans l'ancien temps. Des grands chefs, des grands orateurs autochtones étaient écoutés par tous, autochtones et non autochtones, et permettaient de créer des liens entre nations et avec les Européens. Donc c'était dans cet esprit-là qu'il voulait recréer ce format, ce genre littéraire. Et quand j'ai lu ce texte, qui est très drôle, parce que c'est très ironique, très critique, mais très ironique également, tout à coup je me suis dit, ben tu vois, moi je me suis trompé toutes ces années parce que certains textes d'auteurs, je les ai placés dans des catégories que je maîtrisais, moi, comme récits, témoignages. Je pense au texte Acquis de l'auteur Anishinaabe algonquin Richard Kistabiche. Et tout à coup, là, je me suis dit, ben non, c'est une harangue. Et donc, c'est ce jeune auteur Wendat-là qui m'a permis d'ajuster mon point de vue, qui était un point de vue eurocentrique, je l'avoue. Oui. Mais parce que ça vient de... Moi, j'ai eu une formation en Italie, donc avec certains paramètres. Et maintenant, justement, les auteurs, une fois qu'ils ont apprivoisé ces genres littéraires-là, sont en train de les adapter à leurs besoins. Et effectivement, même Je suis une maudite sauvagesse qu'on a cité souvent, moi je l'ai toujours placé dans récit autobiographique ou quelque chose comme ça, alors que je me dis, mais peut-être ça pourrait être une harangue. Donc c'est en ce sens-là que maintenant, avec le temps, les auteurs et la littérature autochtone elle-même est en train de faire ce changement pour créer ses propres paramètres et nous offrir justement des clés de lecture du corpus qui peuvent être différentes de ce qu'on a toujours connu et utilisé. Oui, donc on a en fait une redéfinition des genres littéraires par les auteurs autochtones. Et alors du coup, est-ce que on peut étudier finalement ces écrivains et ces écrivaines de la même façon qu'on étudie les œuvres, les ouvrages issus d'une culture occidentale? Alors là, je pense que la question est complexe et je n'ai pas une réponse définitive dans ce sens-là. Je parlais une fois avec un ami CRI et on parlait justement de ça. Je lui disais, mais attends, mais est-ce qu'il faut être autochtone pour bien apprécier un texte d'un auteur autochtone? Est-ce qu'il faut connaître la culture de l'auteur? Et lui, il me disait oui et non. Parce que il y a quelques mois, le CRI en question me disait, on m'a offert un recueil de poèmes d'un auteur persan du Moyen-Âge. Et moi, je connais rien à la culture persane du Moyen-Âge, mais j'ai adoré ces poèmes.
Alors tu vois, dans ce cas-là, moi, tout en ignorant la culture d'origine de l'auteur et le contexte culturel, ça ne m'a pas empêché d'apprécier ses poèmes. Donc il y a cet aspect-là, moi je pense que en même temps, après, le fait de connaître la culture d'origine de l'auteur et les références culturelles qui sont présentes dans les textes nous permet quand même de apprécier le texte à différents niveaux. Pareil, tout à l'heure, hors caméra, nous parlions du poème de Joséphine Bacon, Je me suis faite belle pour qu'on remarque la moelle de mes os, survivante d'un récit qu'on ne raconte pas. Quelqu'un qui ne connaît pas les Inuits peut apprécier ce court poème, parce que c'est beau. Point. Mais après, si on connaît un petit peu plus Joséphine Bacon et la culture Innu, et on connaît l'importance qu'a la moelle du caribou dans la culture Innu, l'importance viscérale qu'a la moelle du caribou, on peut on peut se demander quel est ce récit qu'on ne raconte pas. On peut se demander pourquoi la poétesse, dans ce contexte-là, a décidé de se faire belle. Et bon, on peut apprécier plus de couches dans ce poème et dans d'autres œuvres. Je pense qu'on peut apprécier un texte d'un auteur autochtone tout en ignorant sa culture d'origine, mais le fait de la connaître peut nous permettre de l'apprécier de façon différente ou peut-être plus. Oui, en faisant attention cependant peut-être à ne pas calquer. On a une façon d'étudier la poésie en France qui est très cadrée. On ne peut pas appliquer cette grille de lecture à une poétesse comme peut l'être Joséphine Bacon. Non, parce que sinon on dirait tout de suite qu'elle a écrit une écriture naïve d'emblée. Alors que en poésie, je pense on peut aller plus loin que ça. Et c'est un travail que les chercheurs qui s'intéressent aux littératures autochtones, au pluriel, sont en train de faire, essayer de trouver des nouvelles façons d'aborder ces littératures. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus développé dans les provinces anglophones du Canada, parce que dans les provinces anglophones du Canada, il y a beaucoup plus de chercheurs autochtones. Alors qu'au Québec, malheureusement, il y en a moins, ou pas du tout, qui s'intéressent à la littérature autochtone. Alors ça, bien entendu, ça fait en sorte que les pauvres chercheurs italiens qui s'intéressent à la littérature autochtone, ils utilisent ces instruments qu'ils ont à leur disposition, même s'ils font preuve d'une grande sensibilité. Et non, je fais des blagues, mais c'est sûr que quand tu es professeur et t'enseignes à l'université et tu fais lire un texte à un étudiant québécois, à un étudiant immigrant d'origine italienne ou un étudiant autochtone, la lecture va être différente, donc la réaction va être différente. Chacun va y voir une chose différente parce que les filtres qu'il va utiliser vont être différents. Mais effectivement, cette question-là est très importante au Québec et les chercheurs sont en train d'essayer de trouver la façon de s'y rapporter, mais toujours en gardant un équilibre, parce qu'il ne faut pas non plus faire abstraction de certains instruments qui viennent des cultures européennes qui peut-être peuvent être utiles aussi. Donc c'est toujours une question de bon sens et d'utiliser la bonne chose au bon moment. Oui, et ce qui est très intéressant, c'est qu'à aucun moment là on a parlé d'une lecture anthropologique, puisque c'est quand même un filtre qui a été très utilisé. Vous indiquiez il y a quelques mois lors d'une table ronde à la bibliothèque de la Sorbonne Nouvelle avoir refusé il y a quelques années un poste dans une université, puisque on vous proposait de travailler certes sur la littérature autochtone, mais dans la catégorie anthropologie finalement, et non pas dans la catégorie littérature. Donc vous avez refusé ce poste. Effectivement, parce que de façon générale, jusqu'à présent, les autochtones ont toujours été abordés d'un point de vue ethnologique, anthropologique, sociologique, historique. Donc de ce point de vue-là, effectivement, c'est depuis peut-être 20 ans qu'on parle de littérature autochtone au Québec. Avant, ce n'était pas ça. Même dans les rayons des librairies, justement, on les plaçait toujours dans ethnologie, même si c'était des poèmes, des romans. Et alors que maintenant, c'est quelque chose qui est en train de changer. Et effectivement, j'ai vu que même les anthropologues maintenant s'intéressent à la littérature parce que ça leur permet d'avoir un regard différent sur leur objet de recherche, si on veut l'appeler ainsi. Et là, l'épisode auquel vous faisiez référence, effectivement, était une prise de position
politique de ma part, parce qu'effectivement, à l'époque, c'était un département d'anthropologie qui, de toute bonne foi, m'avait proposé un cours de littérature au département d'anthropologie, mais étant donné le travail que j'étais en train de faire, pour moi, ça aurait été une erreur, parce que j'aurais créé un précédent, et donc la littérature autochtone dans cette université-là en particulier, courait le risque de rester au département d'anthropologie alors que non, c'était de la littérature. On ne peut pas enseigner la littérature française dans un département d'anthropologie dans une université québécoise. Non, parce que c'est de la littérature tout simplement. Alors c'était dans ce sens-là. Mais, et souvent, c'était pas, ce ne sont pas des choses qui sont faites de mauvaise foi ou pour rabaisser. Ça fait partie de certaines habitudes qui sont en train de changer maintenant, justement, parce que les autochtones, en particulier les auteurs et d'autres intervenants autochtones, sont en train de faire changer en éduquant la population à changer de certaines perceptions auxquelles ils étaient habitués. Oui, donc finalement c'est le cœur d'ailleurs de ce sujet, c'est en s'éduquant qu'on arrive à ne plus avoir ce clivage-là, mais en parlant, en se renseignant sur l'autre, en passant au-delà des stéréotypes. Joséphine Bacon parle d'un récit qu'on ne raconte pas, justement parler de ces récits qu'on n'a jamais entendus. Après, c'est sûr, moi j'ai entendu souvent les autochtones dire on est tannés, comme ils disent au Québec, on est fatigués de devoir éduquer tout le temps les Québécois. Alors, il faut qu'il y ait aussi une bonne volonté de la part du public de vouloir aller au-delà. Et c'est toujours une question de synergie et de collaboration. Merci pour cet entretien, merci infiniment Maurizio Gatti. C'était un plaisir.